physiologique, mental, et que cet équilibre, il va être rompu. Un mot qui est important à retenir, quand on parle d'équilibre, on parle d'homéostasie. C'est-à-dire que tout l'organisme est en équilibre, aussi bien à l'intérieur du corps, aussi bien dans sa tête, c'est-à-dire toute la partie mentale, on n'a pas d'angoisse, on n'a pas de préoccupation, donc on se sent bien. C'est ce qu'on appelle le bien-être physique, physiologique et mental. Quand nous vivons un événement, par exemple, on vient d'apprendre, on nous annonce un accident où on va perdre un proche. Tout d'un coup, il va avoir une menace de cet équilibre, c'est-à-dire tout le corps, notamment au niveau du cerveau, va avoir une information qui va modifier cet équilibre. Donc, ce facteur stressant va venir modifier l'équilibre du corps, c'est-à-dire vous allez ressentir le cœur qui va battre vite, vous allez être mal à l'aise, dans un inconfort physiologique, mais surtout dans votre tête, vous allez avoir peur que ce qu'on vient de vous annoncer, c'est peut-être une échéance vitale pour la personne proche qui a eu cet accident, c'est-à-dire la peur que cette personne ne meure et que vous allez perdre quelqu'un de cher. Et donc forcément, ça va venir être un élément stresseur qui va être une source de stress et qui va complètement modifier votre équilibre interne, à l'intérieur du corps, dans tout ce qui se passe au niveau biologique, mais aussi au niveau de votre esprit et de la pensée. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent une sidération. Vous allez rester avec le choc et vous n'allez pas pouvoir réagir tout de suite. Donc, d'une façon générale, les sources de stress dans notre vie sont multiples. Aujourd'hui, on aborde avec la Mutualité française le stress et je vais un petit peu insister sur un public particulier qui est les seniors et les personnes âgées dépendantes. Pourquoi? Parce que le stress chez les seniors va avoir une amplitude plus importante dans la mesure qu'avec l'âge, on devient plus sensible au stress. Et qu'avec l'âge, on est dans un environnement qui a été modifié. Alors, je vous ai donné un petit peu la définition du stress. On va venir voir qu'est-ce qui est prévalent comme stress chez les seniors. Tout d'abord, quand on rentre à la retraite, ça veut dire qu'on arrête de travailler. Il y a ce qu'on appelle une perte d'une activité professionnelle avec tout ce qui est les habitudes de vie. On se lève le matin, on se prépare, on part au travail. Le fait de rentrer à la retraite, si ce n'est pas préparé, on va être face à une réalité stressante, c'est-à-dire que tous nos repères au niveau du temps, repères au niveau de l'environnement, repères au niveau de nos liens, parce que quand on va travailler, on a des liens sociaux, vont être modifiés. Et que du jour au lendemain, si on rentre à la retraite, il n'y a pas eu une préparation, ça peut être déjà un stress et vraiment une angoisse parce que ça va venir signifier qu'on vieillit, ça va venir signifier qu'on n'est plus actif, ça va venir signifier qu'on n'est plus utile et ça peut avoir des effets délétères, néfastes sur la santé. Au niveau des seniors, ce qu'on retrouve aussi de façon préoccupante, les agents de stress, c'est bien évidemment tout ce qui concerne la santé. Quand on vieillit, les bilans de santé doivent être régulièrement faits pour que vous puissiez préserver, et si on vous annonce une maladie, la traiter le plus précocement possible. Parce que autrement, les problèmes de santé, avec l'âge, vont vraiment vous préoccuper au niveau mental parce qu'on a peur de mourir, comme tout un chacun, on a peur de souffrir, on a peur de perdre son autonomie
Et ça, ce sont des agents stresseurs. Un autre agent stresseur très présent chez les personnes âgées, c'est quand on a perdu un conjoint, un proche. Vous êtes en couple, vous perdez un partenaire, vous vous retrouvez seul. Les enfants sont loin. Les enfants sont en métropole ou ils sont dans un pays éloigné de vous. Ils ne sont pas en Guadeloupe. C'est un élément où la solitude, le fait de se retrouver seul, sans son compagnon de vie, dans une grande maison, les enfants sont loin, ils viennent seulement une fois par an avec les petits-enfants, ça peut être pour vous vraiment un épisode, et c'est ce qu'on appelle le stress chronique, un épisode qui va être difficile parce que ça va modifier votre rythme de vie, vos habitudes de vie, de vous retrouver seul et sans les enfants ou les petits-enfants proches de vous. Il est important de savoir que chacun de nous, qu'on soit senior ou qu'on soit plus âgé, chaque individu a une façon de gérer le stress, a une sensibilité au stress. Et donc, cette sensibilité peut être, bien sûr, mobilisée au moment où on va vivre un événement. Je vous ai parlé de la santé, je vous ai parlé de la perte d'un conjoint, je vous ai parlé de la perte du travail, donc le stress peut commencer très tôt, mais également tout ce qui concerne les modifications de votre vie. Par exemple, vous chutez dans la cuisine, une chute, on se casse le col du fémur, il y a une hospitalisation, on doit avoir une rééducation, tous ces étapes liées à une chute vont être extrêmement stressants. Parce que l'angoisse, c'est est-ce que je vais perdre mon autonomie? Est-ce que oui ou non, je serai amenée à rentrer chez moi et à faire mes petites affaires comme d'habitude? Ou est-ce que j'aurai besoin d'une tierce personne, notamment une aide à domicile, pour venir m'aider? Et si je suis seule et je suis en perte d'autonomie, on va devoir envisager quelque chose qui est très douloureux pour les seniors et les personnes âgées, le placement dans un EHPAD. Et un placement dans un EHPAD, c'est extrêmement anxieux. Souvent, les personnes refusent. Ça peut être parce que les enfants n'ont pas la possibilité d'être avec vous, ils sont trop loin et ils veulent que vous soyez dans un univers, un environnement de soins. Et donc, ça peut être très stressant. Voilà, donc une nouvelle tranche de vie avec l'entrée à la retraite commence et pour cela, il faut bâtir une nouvelle organisation de vie. Mais en dehors de la retraite, vous avez des activités à l'extérieur. Du jour au lendemain, quand on rentre à la retraite, on se retrouve à la maison plus souvent. Et donc, il est important de réaménager sa vie, c'est-à-dire de savoir comment on va trouver des activités auxquelles on pensait toujours, mais qu'on n'avait pas le temps de faire quand on travaillait. Comment aussi on va réaménager avec son conjoint s'il est présent à la maison, une nouvelle forme de vie et partager des choses ensemble. Parce que tout changement qui va s'opérer peut être un agent stresseur. Le changement amène, même quand on est à l'aise avec le stress et qu'on arrive à le réguler et à l'évacuer régulièrement, le changement amène toujours une petite pique, comme je vous dis, quelque chose qui vient alerter l'organisme, qui vient dire « attention, il faut s'adapter ». Donc, s'adapter à cette nouvelle façon de vivre quand on entre à la retraite, s'adapter quand on tombe malade, on est hospitalisé, il faut pouvoir réagir pour pouvoir faire face à la maladie. Et la maladie entraîne des examens et il y a des examens dont on a peur. L'annonce d'une biopsie peut angoisser et stresser un malade à l'hôpital. Et donc, c'est très important de pouvoir, on va le voir tout à l'heure, l'accompagner pour gérer ce stress et envisager sereinement cet examen.
Alors, je viens de vous dire les différentes sources de stress. On a vu, elles peuvent être multiples. Nous avons tous les tracas de la vie quotidienne qui sont liés à la vie familiale. Par exemple, vous pouvez vous faire du souci pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Vous faire du souci parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'aujourd'hui, ils sont loin et ils ne vous donnent pas de nouvelles. Vous faire du souci parce que les petits-enfants, ils vont passer l'examen, le bac à la fin de l'année, et que tout ce qui est préoccupation des grands-parents, c'est pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais vous pouvez aussi avoir des éléments stresseurs quand vous avez des soucis financiers. Aujourd'hui, vous entendez que la vie est de plus en plus chère. Il y a une augmentation des carburants, augmentation des prix des aliments de base, le pain, les pâtes, etc. Donc, ça peut être des petits soucis quand on voit que le panier de la ménagère, elle augmente, on a l'habitude de faire des courses et puis que tout ça, ça augmente, on peut avoir peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur et que sa petite retraite ne suffise pas et qu'on n'ose pas demander aux enfants de nous aider. Donc, ça peut être un élément stresseur. Autre élément stresseur, surtout que les personnes seniors ou âgées, pour certains, passent beaucoup de temps devant la télé, c'est d'écouter toutes ces informations qui sont des informations angoissantes. La guerre en Ukraine, ça angoisse, mais également tout ce qu'on entend autour des conséquences de cette guerre dans le monde entier par rapport à notre qualité de vie. Donc, les soucis financiers sont effectivement des problèmes. Vos enfants peuvent dire, tu sais maman, tu sais mamie, j'ai un petit problème, est-ce que tu peux m'aider? Vous allez les aider ou peut-être pas pouvoir les aider. Ces petits soucis-là d'ordre financier peuvent être stressants. Vous allez dormir et vous allez réfléchir tout le temps comment je peux aider mon enfant, mon petit, qui est en difficulté à l'étranger avec des problèmes de paiement de loyer ou de dette et que vous voulez l'aider. Les conflits au sein du couple, c'est un facteur de stress, c'est une source de stress. Si on se dispute tout le temps et on vit 24 heures sur 24 ensemble, si on a un compagnon ou une compagne qui nous dit des paroles malheureuses, blessantes, des paroles dévalorisantes, il est évident qu'on ne vit pas bien. On est dans un inconfort existentiel dans notre relation à l'autre, dans notre relation de couple. Donc, les conflits de couple sont générateurs de stress et de mal-être. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans ensemble, on a peur de se séparer parce qu'on va se retrouver seul et on ne sait pas comment on va gérer cette solitude. Donc souvent, ça nous amène à ruminer dans la tête, à réfléchir tout le temps, qu'est-ce que je vais faire, en qui j'ai un fait, c'est il n'a pas là. Et pourtant, on vit mal avec l'autre, on vit mal parce que peut-être que l'autre a une maladie d'Alzheimer, et que ces troubles du comportement peuvent avoir un impact sur vous qui êtes un aidant naturel et que vous verrez que ça aussi dans les histoires des conflits de couple, ça peut être très, très, très difficile à vivre au quotidien. Nous l'avons vu, les problèmes de santé. Les problèmes de santé vont réactiver chez vous la peur de mourir. Donc, l'annonce d'une maladie, il est important de pouvoir mettre des mots sur les angoisses que ça va générer, sur l'anxiété qui va envahir toute votre pensée, votre préoccupation. Je vais aller à l'hôpital. Combien de temps je vais rester à l'hôpital? Est-ce que les examens ne vont pas amener d'autres problèmes? Est-ce que cette maladie, on peut m'opérer? Est-ce que l'opération va se passer bien? Vous voyez, il va y avoir vraiment une cascade de questions, de réflexions qui vont vous empêcher de dormir, qui vont vous empêcher d'être bien
Et bien évidemment, le stress va générer, on va le voir tout à l'heure, les réactions du stress vont générer énormément d'angoisse. Je vais reprendre à nouveau les inquiétudes que je viens de vous dire par rapport aux enfants, qui est un facteur de stress. Quand on est parent, la maman et le papa, les enfants sont loin, les petits-enfants sont loin, on est soucieux pour nos enfants. On est soucieux, préoccupé du bien-être de nos enfants. Alors, il est évident que si les enfants ne vous donnent pas de nouvelles, s'il y a des problèmes familiaux au sein de la famille, si les parents sont divorcés, ils sont séparés, et un des parents est relativement privé d'avoir des nouvelles régulières de ses enfants et de ses petits-enfants, ce sont des préoccupations prévalentes chez les seniors et chez les personnes âgées en disant « je ne vois pas mes petits-enfants, ils ne me donnent pas des nouvelles, bientôt c'est la fête des mères, je n'ai reçu aucun appel, je n'ai reçu aucune carte postale » et ça rend triste et ça stresse. Je vous l'ai dit, il y a un problème, vous devez modifier votre environnement, changer une grande maison pour un appartement, c'est-à-dire déménager. Ce n'est pas facile de déménager quand on a vécu dans un lieu depuis des années. Donc ce changement va vraiment générer du stress. Parce que souvent on dit, quand on change, quand on déménage, c'est bien pour être mieux, mais on perd des habitudes. On perd des habitudes d'un espace dans lequel on a toujours vécu. Et on doit se réhabituer, se réadapter à un nouvel environnement. Un nouvel environnement où il y a des voisins, où ces voisins ne sont pas forcément bienveillants. Les problèmes de voisinage génèrent du stress. Quand les gens vous disent pas bonjour ou quand ils vous disent bonjour mais avec un petit peu une attitude qui n'est pas bienveillante ou alors quand ils se préoccupent de vos affaires. Hein, vous savez, le macrélage, c'est aussi des choses désagréables. Ben, tout ça, ça va générer également du stress. L'environnement dans lequel vous vivez. Cet environnement, s'il est bienveillant au niveau du voisinage, au niveau de l'espace, au niveau de vos habitudes, c'est important, justement, s'il doit être modifié, que vos capacités d'adaptation soient vraiment mobilisées. Ensuite, plus proche de nous, et vous l'avez vécu, la crise sanitaire. On ne peut absolument pas faire l'économie de ne pas parler de l'impact de la crise sanitaire au niveau de la santé mentale de tout un chacun. Cette crise sanitaire, c'est un événement, une pandémie inconnue jusqu'à ce jour qui nous a amené énormément de modifications dans notre façon de vivre au quotidien, dans nos liens relationnels. On a entendu parler de distanciel. On a entendu un mot nouveau, présentiel. On a eu à mettre en place, chacun de nous, ce qu'on appelle la distanciation sociale, ce qui était complètement ignoré jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'étreindre, se prendre dans les bras, s'embrasser, se toucher. Maintenant, on se touche soit avec le coude, soit avec le poing, enfin, une nouvelle façon d'être avec l'autre. Et bien évidemment, la peur d'attraper le Covid-19, la peur de souffrir, la peur de mourir étouffé, la peur de ne pas avoir d'oxygène, la peur d'être hospitalisé dans des conditions difficiles. Et pendant 2 ans, et nous continuons encore à vivre cette crise sanitaire, le stress chronique, et je dis bien chronique, que cette pandémie a généré est encore présente parmi nous. Il y a des personnes qui ont encore peur de sortir à l'extérieur parce qu'il faut chaque fois, avec du gel hydroalcoolique, se désinfecter les mains, prendre de la distance vis-à-vis des uns et des autres, faire ses courses rapidement, rentrer à la maison, s'isoler. Et tout ça, on n'est pas à l'aise avec
ces habitudes de vie qui viennent bien sûr bousculer les liens, menacer les liens. Et comme je vous dis, aujourd'hui, cette problématique continue et dure. Donc, on va voir ensemble comment empêcher que ce stress envahissant ne dure dans vos foyers, ne dure au niveau de votre santé et au niveau, bien sûr, de votre santé mentale. Et pour terminer, un facteur de stress que j'ai déjà parlé, qui est très important, c'est tout ce qui concerne la perte d'un être cher. C'est la mort. Apprendre, même si la personne n'est pas proche de vous, une mort soudaine, brutale, violente, génère du stress. Parce que la mort nous renvoie au questionnement de notre propre mort, de notre propre finitude. Et ça, c'est pas facile, c'est pas évident. Pour continuer sur les facteurs de stress, je voudrais vous dire, comme vous l'avez entendu, que le stress est multiforme. Vous devez avoir en tête deux formes de stress, principalement le stress aigu, et on va voir comment le stress aigu peut être régulé assez rapidement, et le stress, le deuxième, le stress chronique. Le stress aigu, c'est tout ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire l'annonce d'une maladie, l'annonce d'une mort, l'annonce d'une pandémie, mais la pandémie, on va voir, qui est devenue un stress chronique. Mais quand on nous annonce de façon factuelle un incident, un accident, un événement traumatisant, le corps, l'organisme, il est complètement débordé, sidéré par un afflux, comme je vous l'ai dit, de surcharge émotionnelle, et donc il doit réagir au plus vite pour réadapter cet équilibre qui a été vraiment attaqué et menacé. Donc, le stress aigu, c'est tout ce qui concerne un événement factuel qui ne va pas durer dans le temps, qui sera un examen, par exemple, un examen biologique. Un examen biologique ne dure pas des années. C'est un temps T où vous devez aller à l'hôpital, aller à la radio pour faire cet examen. Et donc, forcément, avant l'examen, ou même la veille de l'examen, il y aura vraiment ce qu'on appelle un pic de stress aigu. Et ce pic de stress aigu, nous allons le voir tout à l'heure, comment il peut être régulé. Le deuxième point, c'est le stress chronique. Les agents stresseurs chroniques, c'est la pandémie, c'est-à-dire quelque chose, un événement traumatisant qui dure dans le temps. Comme la pandémie, ça fait 2 ans, depuis mars 2020, aujourd'hui on est en mars 2022, ça fait 2 ans que nous vivons avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire ce Covid-19 qui a modifié notre façon de vivre, qui fait encore aujourd'hui peur. Peur pourquoi? Parce que le gouvernement a dû prendre des mesures sanitaires pour l'ensemble des personnes à l'échelle mondiale pour que la population mondiale se prenne en charge, se responsabilise et soit en bonne santé et si possible mette à la porte de la maison, à la porte de chez eux, ce virus pour qu'il ne pénètre pas. Vous savez que pour l'instant, il n'y a pas 36 000 solutions. La solution actuelle, c'est le vaccin. On est pour ou contre, ça, ce n'est pas la question, mais c'est le vaccin. Donc, il y a eu toute une problématique autour du pass vaccinal, du pass sanitaire, des mesures restrictives, avec les confinements, avec, bien évidemment, vous le savez, le travail à la maison, le télétravail, et tout ça est venu modifier l'organisation. C'est-à-dire, vous demandez une adaptation qui soit opérante et performante. Vous imaginez que ce stress chronique sur le long terme vient
épuiser l'organisme. Parce que quand on a un événement qui bouscule l'équilibre, rapidement, il faut que l'équilibre soit rétabli. Si l'équilibre est rétabli, l'événement revient rebousculer, on rétablit, l'équilibre est rétabli, un autre événement revient bousculer, l'équilibre est rétabli, à un moment donné, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, on n'a plus de ressources pour rétablir cet équilibre. On arrive à ce qu'on appelle l'épuisement, épuisement physiologique, épuisement psychique. On l'a vu chez les soignants. Les soignants, les professionnels, dans le monde entier, la catégorie professionnelle qui a été le plus bousculée par cette pandémie, le plus stressée par cette pandémie, le plus bousculé, mais aussi le plus maltraité par la maladie du Covid-19, ça a été les soignants. Parce qu'ils ont dû faire face à des surcharges de travail, mais aussi à une surcharge émotionnelle en assistant à vraiment une grosse vague, notamment lors de la 5e, de personnes qui mouraient, et de personnes qui mouraient jeunes. Donc forcément, ça vient démobiliser, ça vient vraiment diminuer, voire affaiblir les capacités d'adaptation de ce corps professionnel, médecins, aides-soignantes, infirmières, tous les soignants, incluant les agents administratifs de l'hôpital qui étaient aussi, même s'ils ne sont pas soignants, mais aussi bousculés par justement l'impact de cette réalité au niveau de ce secteur professionnel. Parce que le mental, quand il n'a plus de force pour lutter, à ce moment-là, arrive quelque chose que vous avez déjà entendu parler, c'est le burn-out. Burn-out, c'est un mot anglais, anglo-saxon, qui veut dire brûler, brûler sur place. Quand le mental ne peut plus réagir, à ce moment-là, on va glisser progressivement vers une forme de dépression qui aura plusieurs symptômes, on va voir tout à l'heure, puisque l'équilibre interne a été complètement modifié et la personne n'a plus de force. Et je vous dis bien plus de force de pouvoir réagir. Deux choses, stress aigu, stress chronique. Alors, le stress aigu, comment on réagit quand on est face à un stress aigu? Je vous l'ai dit, il est important, l'organisme doit réagir, les réactions au stress sont multiples. Vous allez avoir des signaux biologiques qui vont être des tachycardies, des accélérations au niveau des battements cardiaques, de la respiration, de la fatigue, des sueurs, mais également tout ce qui concerne l'équilibre intérieur métabolique, les troubles du sommeil, et que quand vous avez tous ces signaux d'alerte qui arrivent au niveau du cerveau, parce que vous êtes mal, le mal-être, le cerveau va avoir cette information. Dans le cerveau, au niveau neurologique, il y a bien sûr des réactions. Une des réactions que vous devez savoir comment ça se passe, c'est qu'il va y avoir une production de l'hormone adrénaline. L'adrénaline, c'est le signal d'alerte, l'alarme, comme si quelque chose qui va s'allumer. Ça veut dire, là, il faut vite réagir. Il faut vite faire en sorte de ne pas rester avec tous les symptômes, et la liste n'est pas exhaustive, mais tous les symptômes que je viens de vous décrire, il faut réagir rapidement pour rééquilibrer, bien évidemment, son organisme. Donc, l'adrénaline, c'est cette hormone qui permet de donner l'ordre au cerveau, oups, tout de suite, il faut rétablir un équilibre. Alors, rétablir l'équilibre, on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs façons face à un stress aigu
de rétablir cet équilibre. Ça, c'est pour le stress aigu. Concernant le stress chronique, là, pareil, non seulement vous allez avoir les signaux d'alerte, mais si vous restez dans cet environnement délétère qui va épuiser toutes vos ressources jour après jour, on va avoir l'apparition de maladies. L'une des maladies qui intervient beaucoup au niveau du stress, c'est la dépression. Le burn-out passe aussi par des états dépressifs. Et donc, bien évidemment, vous devez réagir au plus vite pour ne pas rentrer dans cette spirale. On parle de chronicisation. La chronicité, si on rentre dans cette spirale, on aura du mal. C'est comme un labyrinthe. C'est difficile de s'en sortir. Donc, très important, à ce moment-là, de savoir qu'il y a la possibilité pour vous, rapidement, de faire appel aux professionnels dans le milieu qui peuvent vous aider. Ça peut dire les professionnels, c'est de voir votre médecin traitant, c'est de voir un psychiatre, c'est de voir un psychologue pour avoir une thérapie, pour avoir des médicaments, pour rétablir le bien-être physiologique, mais aussi mental. Parce qu'il est évident que si ça fait des années que vous ne dormez pas, depuis l'arrivée, par exemple, depuis l'arrivée de la pandémie, la qualité de votre sommeil s'est transformée, c'est des réactions au stress. La qualité du sommeil, les troubles du sommeil persistent, il est évident que si on ne dort pas, on ne tiendra pas le coup. Si on a des difficultés d'endormissement, si on a des problématiques de réveil avec de l'angoisse, sur le long terme, c'est extrêmement préjudiciable pour votre santé physique et mentale. Je vous ai parlé d'une hormone, l'adrénaline. Je vous parle d'une deuxième hormone qui est très importante que vous devez avoir en tête, c'est la mélatonine, pardon. La mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, de la qualité de votre sommeil. Cette hormone va subir vraiment une abrasion. Elle ne sera pas importante parce que, comme le stress vient puiser les réserves, la production sera moindre et donc forcément, comme elle permet l'endormissement, elle permet un sommeil réparateur à travers des cycles, vous allez avoir justement des problématiques qui vont perdurer dans le temps. Donc, tous ces agents que je viens de vous dire sont des agents qui vont générer quelque chose d'important, c'est l'angoisse. L'angoisse qui va vous dire que vous perdez un contrôle sur votre vie. Quand on est stressé, que ce soit un stress aigu, que ce soit un stress chronique, qui est bien évidemment beaucoup plus néfaste qu'un stress aigu, on a en tête qu'on ne maîtrise plus rien, qu'on n'a aucun contrôle sur sa vie, et ne plus avoir un contrôle sur sa vie, c'est forcément extrêmement angoissant. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne maîtrise plus rien. Je pleure tout le temps, je ne suis pas bien, je ne peux plus aller au travail. Pour les seniors, mes enfants s'inquiètent pour moi. Et pour les seniors, le stress chronique, souvent, les personnes âgées ou les seniors vont cacher aux enfants ce stress chronique. Ils ne vont pas dire aux enfants ce qui se passe. Ils vont rester dans le non-dit ou dans le secret. Et ça fait partie de notre culture, ce royaume du non-dit, parce qu'on ne veut pas inquiéter les parents. On ne veut pas inquiéter les enfants. On ne veut pas inquiéter les petits-enfants. Donc, on va dire, tout va bien. On ne va pas se plaindre. Et ça, c'est un problème. Parce que le stress, les tensions, la sensation d'oppression, la sensation de pression permanente. Alors, les personnes, quand elles vous décrivent leur stress, il y a vraiment des images qu'on peut avoir. Les images de quelque chose qui appuie
Vous voyez, quelque chose qui empêche de respirer. Cette sensation d'étouffement, cette sensation qu'on a un poids sur la poitrine, ces oppressions. Et on ne peut pas vraiment donner les causes de ces oppressions. C'est vraiment un mal-être généralisé et diffus. Et ce mal-être amène de la douleur, amène de la souffrance psychique. Donc, vous imaginez que très souvent, les grands-parents, les seniors, les personnes âgées vont rien dire aux enfants pour ne pas les inquiéter. Et ça, c'est une erreur. Parce que pouvoir parler à vos enfants, c'est déjà, ça veut dire que vous faites confiance que les enfants seront là aussi pour vous aider. Parce que souvent, une mère ou un père dit « Ah, mais les enfants, ils ont déjà leurs problèmes. » Oui, ils ont leurs problèmes, mais la solidarité du soutien familial est très important. Le fait de partager ces angoisses, c'est aussi une façon de les mettre hors de soi, de les sortir de l'intérieur, de les mettre dehors. Et quand on les a mis dehors, ensemble, avec les enfants, on va les pousser plus loin. On va les faire partir. Si on les garde, c'est-à-dire on préfère les garder à l'intérieur, vous imaginez, ça va faire des dégâts à l'intérieur. Donc, souvent, par pudeur ou par amour, on préserve ses enfants, on préserve les petits-enfants, mais quand on n'a pas la possibilité de gérer tout seul, ou si on ne veut pas faire appel à une aide, ben, les dégâts internes vont être catastrophiques au niveau du stress. Alors, on va parler sur ce que vous savez déjà, que j'ai déjà dit, hein, mais que je vais reprendre de façon plus classifiée, c'est-à-dire les conséquences du stress sur notre santé. Elles sont multiples. Alors, la conséquence du stress sur notre santé, tout d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est physique. On a vu qu'il y a une phase d'alarme avec le déclenchement, la production de l'adrénaline. On va avoir une phase de résistance. Et c'est dans cette phase, dans la réaction au stress, quand on a des agressions extérieures qui vont générer des émotions fortes qu'on a du mal à réguler, la phase de résistance, c'est tout de suite mettre en place des solutions, des défenses du corps, défense psychique pour, bien sûr, réagir. Parce que le corps sera fatigué, il y aura une baisse de morale, il y aura tous les signaux physiologiques qui vont vous dire « attention, ça va mal, on est dans un mal-être ». Donc, il faut réagir pour ne pas rentrer dans la phase d'épuisement. Donc, 3 phases, alerte, résistance, épuisement. Les réactions. Les réactions sont tout d'abord physiologiques, au niveau du corps. Parce que le corps, c'est un langage. Quand on ne peut pas dire les choses, ben, la parole va transiter par notre corps. Et cette transition par le corps, c'est « je suis fatigué ». Si on dit « fatigué », quand quelqu'un vous dit ça, il ne vous dit pas d'une fatigue simplement physique, il dit aussi toute la tête, toutes les émotions, toute sa vie, tout ce qui est là, maintenant, ici et maintenant, est fatigué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de force. Il y a une hémorragie de l'énergie, une hémorragie des ressources, une hémorragie de l'appétence à la vie. L'appétence à la vie, on n'a plus rien envie de quoi que ce soit. On est fatigué. Cette notion physique, vous avez vraiment un signal d'alerte, c'est le sommeil. C'est très important, je vais beaucoup insister sur la qualité du sommeil. Quand on ne dort pas et que ça dure longtemps, des semaines, des jours, des mois, où on a un sommeil qui est de qualité vraiment insatisfaisante, à ce moment-là,
la fatigue va prendre toute la place dans votre tête, c'est-à-dire cette perte d'énergie pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir réagir. Or, si on est fatigué pour réagir, pour sortir de ce stress aigu, vous voyez bien que ça va poser tout de suite problème parce qu'on va rester dans un état délétère qui va être néfaste pour notre santé. Il y a quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que quand il y a trop de stress et qu'on n'arrive pas à sortir de ce stress, on ouvre la porte aux maladies. On ouvre complètement la porte aux maladies, dont l'une que vous connaissez, qui est très importante, c'est la dépression. Donc, il est important vite de réagir pour empêcher la maladie, parce que quand on stresse trop, physiquement, le système immunitaire, il est plus opérant. Si on vous fait un examen, on va voir que les globules blancs ne défendent plus l'organisme. Donc, vous êtes sujet à attraper n'importe quoi. En plus, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous pleurez, vous n'êtes pas bien, ben forcément, vos globules n'ont plus, elles ont diminué. Hein, les globules blancs, c'est une petite armée qui doit défendre l'organisme, eh ben, elle ne sera plus opérante. Donc, troubles du sommeil, les douleurs physiques, psychiques, les difficultés au niveau musculaire, squelettique, vous sentez que les jambes sont faibles, vous sentez que vous n'avez envie de rien, rien ne vous fait plaisir, vous ne voulez voir personne, vous ne voulez parler à personne. Tous ces signaux d'alerte sont un ensemble de symptômes. Quand il y a plusieurs symptômes qui rentrent dans la classification de la maladie de la dépression, viennent vous signaler qu'il y a vraiment, vraiment un motif. Alors, on a entendu beaucoup parler de motif impérieux. En tout cas, ça, c'est un motif impérieux, je vais reprendre cette expression, pour réagir au plus vite. Parce que votre corps vous dit « je suis mal » et ne me laisse pas dans cet état-là. Deuxième point, conséquence du stress sur l'organisme, qu'il soit aigu ou qu'il soit chronique, c'est le mental, le psychologique. Je viens de vous parler de la maladie de la dépression, mais l'angoisse, c'est vraiment une sensation déplaisante qui va se manifester et se traduire par un mal-être existentiel. On sent qu'on se réveille le matin et qu'on a envie de pleurer, qu'on a envie de crier, ou alors qu'on se sent vraiment prise à la gorge, oppressée. Et cette angoisse, elle est extrêmement douloureuse parce qu'elle va vous mettre dans une incapacité également à pouvoir réagir. Donc, les émotions négatives, tout ce qui concerne la tristesse, le mal-être, l'envie d'en finir, il y a des idéations suicidaires avec les angoisses. Sur le plan psychologique, va faire que la gestion émotionnelle est vraiment très importante pour pouvoir réguler sur le plan mental l'impact de ce stress et des conséquences de ce stress sur l'organisme. Donc, on a vu le physique, le corps, mais aussi tout ce qui se passe dans la tête. Sur le plan émotionnel, vous allez avoir, mais vraiment, une série, je vais vous dire, les plus importantes, une série de réactions et de conséquences importantes sur le plan émotionnel. À savoir que quand on est fatigué, on devient plus nerveux. La nervosité est prévalente, ainsi que l'irritabilité. La fatigue entraîne une irritabilité. Quand on n'a pas dormi pendant 2-3 jours, le lendemain, là, il ne faut pas venir trop nous toucher avec des petites pégaldies, on part au quart de tour. C'est-à-dire, on va s'énerver, on va mal répondre, on va, dans la relation à l'autre, être désagréable, agressif, et que, à ce moment-là, là, on ne sera pas à l'aise. Donc, nervosité, irritabilité,
fatigue, hypersensibilité, c'est-à-dire la moindre petite chose. J'ai encore en tête une soignante qui me dit là, je suis mal parce que quand j'entends la guerre en Ukraine, c'est une femme qui est extrêmement stressée, qui a été très stressée par la réalité de la pandémie et qui est actuellement en arrêt pour une dépression. Elle me dit, quand je pense à l'Ukraine, je me mets à pleurer, je ne suis pas bien et je me recorville sur moi-même dans un coin de la maison. Vous imaginez bien que cette image-là nous ramène vraiment à une réaction où l'émotion, le psychologique, le physique, intimement liés, montrent à quel point les conséquences de ce stress sur l'organisme viennent vraiment toucher l'hypersensibilité sensorielle sur tout ce qu'on voit, ce qu'on entend. Cette hypersensibilité sur ce qu'on va vous dire, sur ce que vous allez voir, va venir alimenter à nouveau ce stress et vous mettre dans une situation vraiment de souffrance majorée. Intellectuellement, il va y avoir des troubles cognitifs. Quand on est stressé, on va oublier des choses. On aura des troubles de la mémoire. On aura des troubles de l'attention. On aura des troubles de la concentration. Et ça va commencer à vous agacer. Je cherche mes clés, je ne sais pas où sont mes clés, je ne sais pas si j'ai éteint le feu, vous continuez à travailler quand même, mais si vous ne travaillez pas, vous êtes un senior, tout d'un coup, vous allez faire les courses et puis vous dites « Ah, j'ai oublié de dire à un tel d'éteindre le feu ». Tout ça, ça va vous préoccuper parce que ces troubles-là, multipliés sur le plan, bien sûr, intellectuel, ces troubles cognitifs vont venir, là encore, vous dire « Attention, il faut vite, vite, vite réagir ». Un point qui me semble très important, qu'on n'ose pas trop parler, notamment les seniors et les personnes âgées, c'est la problématique des addictions. Une des conséquences du stress sur l'organisme, chez certaines personnes, on le voit chez les seniors comme chez les personnes dépendantes, c'est des addictions, soit au sucre, on va manger en cachette beaucoup de sucre, et bon, on aura des problèmes de poids, parce que le stress, ce n'est pas seulement la perte d'appétit, mais ça peut être aussi manger tout le temps. Et manger tout le temps, grignoter tout le temps, ce n'est pas des feuilles de salade. C'est grignoter tout le temps des choses sucrées. Parce que les choses sucrées viennent un petit peu atténuer l'angoisse. Sauf que, vous savez, l'organisme, c'est une belle machine. Hein. Si on met trop de sucre, le sucre appelle le sucre, mais forcément, ça va tout dérégler. Pour peu que la personne âgée ou le senior est diabétique ou a des problèmes d'hypertension ou d'autres problèmes cardiovasculaires, vous voyez un petit peu les conséquences que ça va avoir, cette addiction au sucre. L'addiction à l'alcool, on n'en parle pas beaucoup. C'est quelque chose où on peut avoir honte de dire à la maison, j'ai un parent ou ma mère ou ma grand-mère ou mon grand-père boit de l'alcool parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a plein de problèmes à la maison, parce qu'il y a plein de préoccupations dans la famille. Le stress familial peut amener un membre de la famille à tout doucement cheminer vers cette addiction qu'est l'alcool. Donc, c'est très important également, on va le voir tout à l'heure dans l'aide qu'on peut apporter, de pouvoir en parler sans jugement, pour pouvoir aider la personne à pouvoir poser la cause, et que l'alcool n'est pas une solution. Les addictions ne sont pas des solutions. Les addictions au jeu, bien sûr, le cheval, les jeux de hasard avec toutes les choses à gratter, l'argent qui passe, mais qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on a vu les soucis financiers, donc si on prend cet argent ça fait d'autres dettes et on est dans des spirales de surendettement.
mais aussi l'addiction à tout ce qui est écran. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver du matin au soir devant la télévision, du matin au soir devant un écran, soit une iPad, ou soit un iPad, ou soit le téléphone avec tous les réseaux sociaux. Et ça, ce sont des addictions qui peuvent vraiment être des signaux d'alerte pour pouvoir aider ces personnes à sortir des conséquences nocives de ce stress. Parce que qui dit addiction dit également accoutumance à cette addiction, parce que l'addiction va venir jouer un rôle. Et ce rôle pour vous, ça sera comme, bien sûr, une solution que vous allez maintenir comme étant ma solution qui m'aide à gérer ce stress. Or, ça va amener d'autres problèmes qui vont être également d'autres agents stresseurs. Donc, on a vu les conséquences physiques, les conséquences psychologiques et mentales, les conséquences émotionnelles, les conséquences cognitives, intellectuelles et les conséquences comportementales. Il est évident que là, nous devons gérer ce stress. Ce n'est pas possible de rester avec un stress pareil sans le gérer. Physique, intellectuel, cognitif, comportemental, émotionnel, c'est pas possible. Si on veut avoir un bien-être, et le sujet c'est le bien-être existentiel, nous devons, et je vais vous dire un petit peu les différentes solutions, gérer au plus vite ce stress. Quand il s'agit d'un stress aigu et quand il s'agit d'un stress chronique. Alors, la gestion du stress, c'est déjà ne pas minimiser les conséquences de ce stress. C'est déjà, avec soi-même, dire « je ne me sens pas bien ». Voilà telle et telle chose qui s'est passée qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper stressée ou je suis stressée. Hyper stressée, c'est tout ce qui concerne la chronicité du stress, ou je suis extrêmement stressée aujourd'hui parce que j'ai un examen médical à passer, parce que. À ce moment-là, soit vous pratiquez des exercices de respiration. Quand on respire, on permet de régénérer tout l'organisme en oxygène, de permettre que le corps, bien sûr, se ressource. Et quand on fait cet exercice, il y a un exercice mental qui permet de dire « je reprends les choses en main ». Ça permet qu'avant l'examen, vous puissiez bien évidemment vous prendre en main pour être dans de bonnes conditions psychologiques pour cet examen médical. Si pour X raison, vous n'avez pas cet apprentissage des exercices qu'on appelle de relaxation, de sophrologie, de respiration, à ce moment-là, vous pouvez demander de l'aide. Dans tous les établissements de santé, vous avez un psychologue ou vous avez un psychiatre qui ont une formation au niveau de la sophrologie et qui peuvent vous aider. Si ces personnes ne peuvent pas vous aider, aujourd'hui, nous sommes sur Internet. Il y a des sites spécialisés en sophrologie. La veille d'aller faire cet examen à l'hôpital, vous allez sur le site sophrologie et détente, sophrologie et examen médical, et sophrologie et scanner, sophrologie et IRM, et vous allez avoir un exercice que vous allez pouvoir faire avant d'être hospitalisé et avant dans cette dynamique, bien évidemment, de stress, parce que vous l'aurez déjà atténué. Circonscrire. Circonscrire, c'est déjà encadrer ce stress et le canaliser. Autre chose qui est très importante, la gestion du stress, c'est au quotidien. Ça veut dire ne vous laissez pas accumuler un problème là, dans la famille, un problème financier à la banque, un problème avec votre santé, un problème avec les voisins, un problème
avec vous-même, parce que bon, des fois, on a des problèmes, des conflits avec soi-même, on n'est pas très content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, etc. L'accumulation de tous ces agents stresseurs peuvent être également délétères. Donc, chaque fois et tous les jours, vous avez vu, là, notre quotidien, il est peuplé de petits tracas. Les petits tracas, alors on doit les évacuer. Je vous donne un exemple très simple. Ce matin, en arrivant ici, problème technique. C'est un exemple qui est parlant. Je me suis dit, on ne va pas stresser. Le diaporama, il est fait, c'est bien plus simple de vous le transmettre, sauf que là, pour X raisons, des problèmes techniques que nous ne maîtrisons pas, ça ne passe pas. Mais il faut trouver un plan B. Quel est le plan B? On le fait et on vous dit que vous l'aurez et que vous pourrez l'avoir en direct dès cet après-midi sur votre ordinateur. Vous voyez, donc il ne faut pas laisser monter les émotions et monter les émotions surtout négatives qui vont venir perturber votre journée et votre existence. La régulation du stress, elle doit être quotidienne. Pour cela, il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son image, prendre soin de son estime, prendre soin de son environnement. Si vous avez en permanence des gens qui viennent au téléphone vous raconter des histoires négatives, des problèmes, des cancans, des ci, des ça, ça va vous prendre la tête et vous amener du stress. Parce que, non. Vous avez quelqu'un, par contre, qui vous appelle, comment tu vas ? Qui vous fait rire, qui vous donne une blague. Votre journée commence de façon ensoleillée. Donc, la gestion du stress, en prenant soin de soi, c'est aussi de s'entourer de bonnes ondes positives, de s'entourer dans son environnement, bien évidemment, d'éléments positifs. Environnement interne, environnement externe. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est d'être en harmonie avec soi-même, mais aussi avec les autres qui nous sont proches, les autres qu'on aime, les autres avec qui on a des échanges sociaux, la famille, les enfants, les amis. Et ça, c'est très, très, très important. Si vous restez dans l'attente qu'on vous appelle, je vous donne un exemple tout simple. Souvent, vous entendez les gens, pour vous ne pas crier moins, pour vous ne pas prendre nouvelle à moins. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes en bonne santé, prenez le téléphone. Ah, ben, j'ai pas eu de tes nouvelles, comment ça va, etc. Ah, ben, la prochaine fois, tu vas m'appeler, voilà. Et on remet en place le lien social. Parce que c'est nécessaire d'être en lien. C'est nécessaire de savoir qu'on compte pour quelqu'un. C'est nécessaire de savoir qu'on pense à nous. C'est nécessaire de savoir quand on reçoit des WhatsApp, si les seniors et les personnes âgées manipulent bien ces nouveaux réseaux sociaux, d'avoir une petite image, une petite vidéo sympathique, etc., ça fait du bien. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa santé à travers l'alimentation. Il est évident que quand on est stressé, il faut des suppléments alimentaires. Et ces suppléments alimentaires, ça passe bien sûr par tout ce qui concerne les vitamines, les oligo-éléments, par manger plus de légumes, avoir une activité physique qui vous permet de réguler l'apport en calories au niveau des dépenses en calories. Il est évident que quand on a une vie sédentaire et qu'on est en plus stressé, et comme je vous dis, si on a une addiction au sucre, tout ça, ça ne va pas faire bon ménage pour le stress. Donc, la gestion du stress passe par prendre soin de soi physiquement, supplémentation au niveau des compléments alimentaires, vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, activité physique, activité de loisirs, du plaisir, rire, avoir des moments où on rit, où on échange, où on est de bonne humeur, où il y a la joie. Parce que vous ne vous rendez pas compte que tous ces petits moments de bonheur, troisième hormone, la sérotonine.
qui est l'hormone du bonheur. Quand vous riez, il y a une production de ce qu'on appelle la sérotonine qui amène une joie intense. Eh bien, quand on rit, on oublie ses tracas, on oublie ses soucis, on oublie le stress et on va mieux. Et on remercie la personne de dire « Ah, tu m'as fait rire, je ne m'attendais pas à rire comme ça, t'es dit tellement de problèmes. Ah, ça fait du bien. » Donc, vous voyez, cette dimension-là est extrêmement importante. Activité de loisir, activité physique, quand on a un grand âge, c'est des fois un peu compliqué. Mais on peut avoir une activité physique toute simple, ne serait-ce que de s'étirer tous les matins devant sa fenêtre ouverte, où on va s'étirer. Le fait de faire cet exercice régulièrement, ça fait recirculer le sang, parce que des fois, on ne peut pas marcher tout le temps, faire un exercice physique comme on faisait avant, mais en même temps, ça amène de l'apaisement, ça fait du bien. Se coucher, retrouver, prendre soin de soi, c'est aussi avoir une qualité de sommeil, une qualité d'endormissement, c'est-à-dire d'avoir une activité apaisante avant d'aller se coucher. Si vous restez jusqu'à 2-3 heures du matin devant la télé, déjà, le sommeil avant minuit est un sommeil réparateur. Alors, même si vous avez pris l'habitude de vous coucher tard, vous essayez quand même petit à petit de réguler la qualité de l'endormissement qui passe par des activités apaisantes, prendre un bon bain chaud avec des huiles essentielles avant de s'endormir, de boire une petite tisane. Là, vous allez regarder dans la pharmacopée, il y a plein de petites tisanes qui favorisent l'endormissement. Et surtout, et ça c'est très important, de manger au moins 2-3 heures avant. Si vous dînez juste avant de vous coucher, là, c'est compliqué parce que l'estomac, il est chargé, il est en plein de boulot, il va travailler pendant toute une partie de la nuit et vous n'allez pas bien dormir. Bien évidemment, il est important également, dans le prendre soin de soi, que vous ayez accès à tout ce que vous savez déjà. Vous êtes un trésor. Quand on est senior et personne âgée, on a un trésor d'expérience de vie. Et dans ce trésor d'expérience de vie, on a également des petites recettes, des petites solutions qu'on sait qui fonctionnent bien, qui marchent. On a un conflit avec quelqu'un qui nous stresse. Laissez pas passer le temps. Plus vous laissez passer le temps, plus ça sera compliqué à résoudre ce conflit et plus le stress risque de se chroniciser. On prend son courage à deux mains, on essaie de choisir les mots, choisir le moment pour aborder le problème en disant, écoute, là, même avec vos enfants, j'ai été un petit peu indélicate, malveillante en te disant tel mot, sans doute je t'ai blessé, bon, c'était pas mon intention, et vous rectifiez l'échange en disant quelle était votre intention et que votre maladresse, vous vous excusez. Et ça, c'est important, parce qu'autrement, vous allez vous-même rester avec ce conflit et vous allez être mal à l'aise dans le vivre avec l'autre. Le prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son conjoint avec des limites. Si vous avez un compagnon qui est malade et que vous êtes un aidant naturel, ben ce qu'on voit tous les jours, c'est les aidants naturels qui partent avant. Pourquoi? Parce qu'ils s'oublient. Tout est polarisé sur le mari, sur le partenaire, sur le conjoint qui est malade, avec cette notion de loyauté, avec cette notion d'être dans une obligation de prendre soin de l'autre. Et souvent, l'autre, s'il a par exemple une maladie d'Alzheimer, il vient vous bousculer avec l'impact de cette maladie, parce qu'il y a des troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, si cette personne vous insulte, si elle vous bouscule, si elle vous dit des choses extrêmement dénigrantes et méprisantes, vous imaginez si vous ne vous ressourcez pas et vous ne prenez pas soin de vous, ce stress chronique va vous emporter avant, notamment dans la dépression. Donc,
Même quand on doit prendre soin d'un conjoint qui est malade, qui est plus âgé, on doit prendre soin de soi. Si on prend soin de soi, on peut soigner les autres. On ne peut pas soigner les autres si on ne prend pas soin de soi. Et ça, c'est très important. Or, les maladies de quelqu'un qui est notre conjoint, qui est quelqu'un qui est proche, avec qui on a déjà vécu 30 ans, 40 ans, il est évident que ça va venir vous toucher profondément parce que vous avez peur que la personne meure. Vous avez peur d'oublier de bien faire tout. Vous voulez absolument que tout soit parfait. Et quand on veut que tout soit parfait, eh bien, des fois, toute son énergie passe dans le moindre détail et on oublie de prendre soin de soi. On oublie de s'occuper de soi. Et donc, forcément, le stress, il est à ce moment majoré. Enfin, j'ai envie de terminer pour vous laisser la parole. Il est déjà 10h30 et on termine à 11h. C'est pour vous dire tous les petits bonheurs de la vie. Et tous les petits bonheurs de la vie, c'est la possibilité que vous avez à être en harmonie avec toutes les personnes que vous aimez. Alors, ça commence par vous, être en harmonie avec vous, avec la personne que vous êtes, quel que soit l'âge que vous avez, quelle que soit l'histoire que vous avez, quels que soient les obstacles que vous avez eus à surmonter dans vos tranches de vie. Aujourd'hui, il est important que tout un chacun, vous êtes là derrière votre écran, que vous preniez la décision vraiment de vivre tous les jours un petit bonheur. Ce petit bonheur que vous allez vivre va vous donner énormément d'énergie pour vraiment, vraiment combattre le stress. Alors, je dis petit bonheur, mais ça peut être aussi des grands bonheurs, bien évidemment. Des petits bonheurs, c'est simplement de voir le sourire de votre petit-fils ou de votre petite-fille, de l'avoir dans les bras. Ben, vous voyez, ça, c'est un petit bonheur. Un petit bonheur, c'est avoir la tendresse d'un proche. Un petit bonheur, c'est avoir un appel téléphonique. C'est un petit bonheur de se réveiller. On ne sait pas pourquoi, mais on se sent content, on se sent heureux. Donc, tous ces petits bonheurs-là, c'est des petits plaisirs que vous allez vous donner. Ça peut être un dîner en famille. Ça peut être une visio avec vos enfants qui sont à l'autre bout du monde. Tous ces petits bonheurs, tels qu'ils soient, peuvent vous aider à réguler au quotidien le stress. Parce que le stress, il est quotidien. On prend sa voiture, on se fait insulter par quelqu'un, on accroche sa voiture, ça peut être un pic de stress aigu. Un accident de voiture, ça peut être un pic de stress aigu, alors que vous êtes réveillé le matin tout à fait détendu. Si vous avez vécu ce petit bonheur, vous allez parler à la personne en disant « Je vous en prie, ce n'est pas grave, on va trouver une solution ». La personne vous injure, elle vous dit des bêtises, vous dites « Écoutez, je vous laisse parler, mais quand vous êtes prêt, on va faire le constat. » Ou alors, vous souhaitez une bonne journée à cette personne et vous partez. Vous ne laissez pas ce stress vous amener dans un champ sur lequel ça va vous abîmer toute votre journée. Donc, vraiment, le royaume des petits bonheurs, c'est très important de l'avoir tous en tête pour gérer au quotidien le stress qui est là. Alors, il y a des stress positifs, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, il y a des stress positifs qui sont des éléments moteurs, qui nous amènent à réagir tout d'un coup. C'est ce stress qui nous pousse de l'avant. Les stress dont je vous ai parlé depuis le début de la conférence, ce sont vraiment des agents stresseurs qui nuisent à notre santé, qui sont nuisibles, qui sont néfastes. Et donc, tous ces petits bonheurs sont vraiment nécessaires pour la gestion quotidienne de votre vie. Sur le plan intellectuel, c'est important
de prendre soin de tout ce qu'on a là, quel que soit. Si vous lisez, si vous faites du théâtre, si vous faites de la musique, si, je ne sais pas, tout ce qui peut être de l'ordre de l'intellectuel, aller au cinéma, discuter avec quelqu'un d'un sujet, d'une émission, d'un reportage, tout ça, ça stimule vos capacités intellectuelles. Ça vient leur redonner nourriture pour empêcher que la maladie d'Alzheimer, que les troubles de mémoire, que les troubles de concentration ne viennent justement abîmer vos capacités intellectuelles. Parce que les conséquences du stress, c'est que quand même, sur le plan cognitif, on va avoir des pertes. Et donc, il faut venir nourrir à nouveau cette sphère intellectuelle qui est très importante. Sur le plan comportemental, si vous êtes un senior et une personne âgée dépendante, que vous êtes seul, restez pas dans votre solitude. Il est important de demander de l'aide, quitte à avoir une auxiliaire de vie sociale, une aide à domicile, avec qui vous avez vraiment une relation agréable, satisfaisante, pour ne pas vraiment vous enfermer dans l'isolement. Quand on s'enferme dans l'isolement et que le stress est très présent, il est chronique, on va avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, le syndrome de glissement. Et ça peut nous amener à la dépression, voire à la mort. Donc, les petits bonheurs, la lecture, tout ce qui est créativité, la peinture, le crochet, tout ce que les seniors, les personnes âgées aiment faire, la transmission aux jeunes, à vos enfants comme à vos petits-enfants. Transmettre, c'est un travail, c'est une activité de pensée, c'est intellectuellement de dire, tu sais, il n'y a pas longtemps, il y avait le carnaval, il y avait les beignets. Je vais t'apprendre comment faire les beignets. Parce que tout ça, ça caille-pède. Apprendre à votre petite fille à faire des beignets, vous voyez, vous êtes dans une démarche intellectuelle. Parce qu'il y a une recette, parce qu'il y a une façon de lui dire, lui amener, de goûter. En même temps, il y a du lien, il y a de l'affectif, il y a tout ça. Et ça, c'est prendre soin de cette sphère intellectuelle. C'est prendre soin de ses relations. C'est prendre soin de tout ce qui est important dans notre vie. C'est l'affectif également. C'est d'être entouré de gens qu'on aime. Et quand on est seul et isolé, à ce moment-là, on peut demander de l'aide. Dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, on peut mettre en place des groupes de parole avec les seniors pour pouvoir mettre en mots les facteurs de stress, les agents stresseurs, les causes d'un mal-être. On peut les amener à faire des activités en groupe ou faire aussi une prise en charge personnalisée. Quand quelqu'un est trop angoissé, il est évident que dans le groupe, il peut être aussi angoissé. Donc, on peut également, en fonction du diagnostic qu'on aura posé, proposer dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, un accompagnement spécialisé avec un psychologue, avec un psychothérapeute, avec des médiations thérapeutiques pour pouvoir réguler ce stress. Qu'on soit seul, qu'on soit dans une maison, dans un EHPAD, résident, qu'on soit à la maison, à domicile, qu'on soit hébergé chez des enfants, il est important, et j'insiste, que toutes ces solutions pour combattre, pour lutter contre le stress, vous puissiez vraiment vous les approprier. C'est-à-dire les prendre et voir ce qui vous convient le mieux pour les mettre en place et pour vraiment poursuivre cette deuxième tranche de vie de la façon la plus épanouissante possible. Je vous remercie. Maintenant, si vous voulez, on va vous faire la proposition des questions. N'hésitez pas à poser vos questions.
Alors, je vous rappelle, en attendant que quelqu'un prenne la parole pour les questions, je vous rappelle que le diaporama, ce que je viens de vous dire, sans le support des images, le diaporama sera en ligne et que vous pourrez bien évidemment le consulter. Donc, n'hésitez pas. Vous avez donc Madame Durimel qui est en ligne, qui prendra toutes vos questions et qui va à la fois vous mettre en direct pour ceux qui souhaitent poser des questions, mais également, elle va collecter toutes les questions par écrit que vous allez envoyer. Je suis là pour pouvoir vous répondre. Nous avons à peu près une bonne demi-heure devant nous. N'hésitez pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions à l'écrit, mais je vois que Madame Annie a levé la main. Oui, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Annie. Bonjour, j'aurais une simple question. Alors, ça concerne aussi bien ma mère que moi-même. Il nous est arrivé de voir aussi bien un dermato que… Alors, je dis ça parce que c'était très expressif au niveau, au niveau du dermatologue, mais ça nous est aussi arrivé avec notre généraliste, de nous dire que certains symptômes qu'on était venu effectivement venir diagnostiquer relevaient du stress alors qu'on n'avait pas cette impression d'être stressé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de vivre, on va dire, généralement dans une situation assez de béatitude, assez agréable, mais on nous apprend effectivement que voilà, tel symptôme est dû au stress, telle situation est due au stress. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si le corps somatise le stress sans qu'on se rende compte, qu'est-ce qu'on peut faire de nous-mêmes? Alors, c'est une question très intéressante. Vous savez, je l'ai dit au début de la conférence, que quand on ne met pas en mots, par le biais de la parole, par le biais de la symbolisation, quand on ne met pas en mots les mots du corps, les mots de ce qui se passe dans la tête, il faut bien que ça sorte quelque part. Et vous avez parlé de somatisation, c'est-à-dire, et moi j'ai plus envie de vous dire psychosomatique, quand vous parlez de tout ce qui est dermatologique, on le voit avec l'eczéma chez les enfants, à un moment donné, l'angoisse, les enfants, des fois, ils ont du mal à mettre des mots sur les angoisses qu'ils vivent au sein de la famille. Eh bien, ils vont avoir ce qu'on appelle une poussée d'eczéma. C'est-à-dire que tout va sortir. Et là, on va prendre soin de l'enveloppe, de la peau. Didier Anzieux, qui est un grand psychanalyste français, parlait du moi-peau. C'est-à-dire que cette enveloppe du corps qui passe par la peau nous dit des choses, nous exprime des choses de ce qui se passe à l'intérieur où on n'est pas bien. Et donc, on va, même si on n'a pas conscience, et vous l'avez dit, c'est très important, on n'avait pas l'impression qu'on était stressé. Parce qu'il y a un mécanisme important sur le plan de l'appareil psychique, c'est-à-dire sur le plan mental, qui s'appelle les défenses. Et dans nos défenses, on a ce qu'on appelle le refoulement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous a stressés, mais qui nous fait tellement mal qu'on va l'enfoncer tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. D'accord? Et ce refoulement-là, il peut sortir sous une forme ou une autre. Les problèmes dermatologiques, c'est une façon de dire des choses et qu'on n'arrive pas à les dire avec les mots. Donc, pour vous comme pour votre mère, ça peut être intéressant de voir un spécialiste, si vous souhaitez et si vous en sentez le besoin, pour parler comme ça, par association d'idées de votre vie. Et c'est à travers les associations d'idées de votre vie, à travers tout ce que vous allez dire, que moi, qui suis thérapeute, psychothérapeute, et qui suis d'une orientation psychanalytique, que je vais entendre quelque chose de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire quelque chose que vous ne savez pas, mais que vous allez dire avec vos mots et qui vont toucher
ce problème de stress et que je vais vous aider à rendre préconscient, c'est-à-dire à venir avant la conscience, à rendre préconscient pour devenir conscient. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Parfaitement. Merci Annie, beaucoup. Oui. voilà. Non, non, Ça a été parfaitement. clair? Je n'ai pas été trop avec des mots trop. Est-ce que ça a été clair? Non, non, c'est clair pour moi, effectivement, et ça m'ouvre Ça- effectivement à une conception que je n'avais pas de la chose, mais qui semble totalement possible. Oui, 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 oui. Je vous remercie beaucoup. Merci Annie. D'autres questions? N'hésitez pas à en profiter. Oui, Il y a Fonfanou qui demande « Que pensez-vous de la cohérence cardiaque ?» que pensez-vous de la Cohérence cardiaque. cohérence cardiaque? Oui, c'est ce qui est écrit dans le chat. Je ne sais pas de quoi cette personne souhaite par rapport au stress. Est-ce qu'elle parle de la respiration? Donc, elle a écrit que oui. Elle a écrit que oui. D'accord. Alors, c'est très important la respiration parce que c'est un agent aussi. Vous savez, quand on est stressé, on n'a pas la même respiration habituelle. C'est un élément, être à l'écoute du corps, c'est très important. Il faut connaître son corps. Il faut se connaître. Et se connaître, c'est être à l'écoute justement de sa respiration. Quand on pratique, alors, vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé d'activité physique, d'activité de loisirs. Un des activités, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a une activité qui est très importante qui concerne la respiration, c'est le yoga. Quand on pratique le yoga, on va pratiquer différents types de respiration. Des respirations ventrales, des respirations du plexus, des respirations au niveau de la poitrine. Et toutes ces respirations-là vont pouvoir nous réguler sur justement tout l'intérieur du corps, et notamment le système immunitaire, et notamment tout ce qui peut être, à un moment donné, venir désorganiser l'équilibre, l'homéostasie de l'organisme. Donc oui, la respiration est très importante. Et donc, si vous sentez, il vient de vous arriver quelque chose et que vous avez une respiration qui n'est plus de la même nature que celle que vous avez habituellement, c'est-à-dire qu'elle est accélérée, qu'elle est saccadée, qu'elle peut avoir vraiment différents éléments qui vous alertent, il est évident que vous devez dire qu'est-ce qui se passe et comment je peux tout de suite réguler cette respiration. Parce que des fois, on peut être en apnée, hein, on peut même bloquer, hein, tellement un événement peut être sidérant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci, j'ai vu. D'autres questions? N'hésitez pas. Alors, c'est intéressant. J'ai presque envie de réagir par rapport à cet élément qu'on vient de dire, qui est la respiration. Et ce n'était pas prévu, mais je crois que c'est aussi ça, hein, les interactions avec vous. C'est de vous proposer, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on fasse un exercice de respiration. Est-ce que cette proposition, vous y adhérez? De Annie à tout le monde, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui, tout à fait d'accord. D'accord. Alors, ce que je vous propose, vous êtes chacun, chacune devant votre écran, vous avez
Donc, la possibilité de vous installer confortablement, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais faire pareil que vous. Et on va travailler sur un exercice qui est très important, qui s'appelle la respiration sophrologique. Un simple exercice pour vous amener à poursuivre la journée de façon la plus agréablement possible. Donc, chacune de vous, vous vous installez confortablement. Moi, je me mets bien dans le fauteuil, où que vous êtes, hein, si vous êtes allongé, si vous êtes dans votre lit. Et vous allez fermer les yeux. Vous êtes installé confortablement, les yeux sont fermés. Et ensemble, nous allons faire cet exercice sur le souffle. Prise de conscience que vous êtes dans un espace chez vous ou au travail, peu importe l'espace dans lequel vous êtes, c'est un espace sécurisé. C'est très important que vous soyez dans un espace sécurisé. Les yeux sont fermés. Vous êtes confortablement installés. Et je vous invite à vous concentrer uniquement sur votre souffle. En inspirant lentement, calmement, paisiblement. En expirant profondément. Longue et profonde respiration. Prise de conscience que cet exercice va vous aimer, le lapsus intéressant, va vous aider. Vous voyez là, l'inconscient vient de parler. Va vous aider à vous aimer, à prendre soin de vous. C'est-à-dire à prendre soin de ce souffle et de cette respiration. Pour tout un chacun, le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est la vie. En inspirant lentement, calmement, paisiblement. En expirant profondément. Longue et profonde respiration. Prise de conscience que vous êtes à l'écoute de la musique de ce souffle, de cette musique intérieure, de l'air qui pénètre au niveau des narines, qui va circuler dans tout le corps, apporter de l'énergie et de l'oxygène dans tout le corps. Sentez bien comme ça respire en vous. Sentez bien comme ça respire en vous. En inspirant lentement, calmement, paisiblement. En expirant profondément. Sentez bien comme ça respire en vous. Dans tout le corps. Une respiration qui concerne aussi le mental, qui oxygène tout le mental. En inspirant lentement, calmement, paisiblement. En expirant profondément. Longue et profonde respiration. Prise de conscience que vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute du souffle, à l'écoute de cette musique intime, intérieure. Visualisez la circulation de ce souffle. L'inspire suivi de l'expire.
le rôle de l'inspire, le rôle de l'expire. En expirant, vous rejetez toutes les toxines. En inspirant, vous avez de la force, de l'énergie dans tout le corps qui s'oxygène. Sentez bien comme ça respire en vous. Sentez bien comme ça respire en vous. Tout doucement, tranquillement, nous allons revenir ici et maintenant. Je vous invite à quitter cet exercice de respiration que vous allez pouvoir reprendre, refaire, vous approprier et le faire chez vous, tranquillement, calmement, quand vous sentez le besoin. Tout doucement, tranquillement, nous allons revenir ici et maintenant. Je vous invite à bouger tout doucement le corps, à remettre du mouvement dans le corps. Tout doucement, vous allez revenir ici et maintenant. En ouvrant les yeux, vous pouvez vous étirer parce qu'on est resté un petit peu dans l'immobilité. Voilà, j'espère que vous êtes revenus. Tout doucement, tranquillement, chacune, chacun à son rythme. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez partager une ou deux questions avant que nous nous séparions à 11 heures comme prévu? Soit vous prenez la parole en direct ou alors vous envoyez vos questions à Madame Durimel qui se fera une joie de nous les renvoyer en les sélectionnant. N'hésitez pas. J'espère vous avoir apporté des éléments importants sur le stress, sa définition, sur les réactions. Chacun de nous, nous avons déjà vécu des stress, nous le vivons au quotidien, et qu'il est important de réguler ce stress, de ne pas le laisser s'accumuler. Il y a 16 questions, je vois discussion, n'hésitez pas. Je vois Madame Valton qui demande: pourriez-vous éclaircir la différence que vous faites entre anxiété, angoisse et stress? Ah oui. Alors, quand on parle d'un stress, je vous l'ai dit, c'est un événement qui vient déstabiliser l'équilibre de votre corps, de votre mental, de l'organisme. Donc, c'est un événement qui vient vraiment modifier cet équilibre, cette homéostasie concernant l'organisme. D'accord? L'anxiété qui fait partie des classifications. Anxiété et angoisse font partie des classifications des maladies mentales. On va parler de névrose d'angoisse. D'accord? Donc, l'anxiété, c'est des réactions au niveau de l'appareil psychique, c'est-à-dire de tout ce qui se passe dans le mental, qui sont liées à des agents qui vous amènent à avoir peur que quelque chose va vous arriver ou que vous avez en tête, des fois pas d'agent, pas de cause, mais un mal-être.
sans explication. Et c'est pour ça qu'on parle de thérapie. C'est-à-dire qu'on puisse savoir, est-ce que ce terrain anxieux peut être un terrain anxieux parce que vous êtes né dans une famille où il y a tous les éléments de la famille. Hein. Vous avez une mère anxieuse, un père anxieux, vous avez toujours vu les gens qui anticipent. L'anticipation anxieuse qui déjà prévoit, avant que l'événement négatif n'arrive, prévoit que l'événement arrive. D'accord? L'anxiété, c'est toujours l'appréhension d'un résultat, d'un événement qui va être négatif. Vous voyez bien que par rapport au stress, le stress, c'est un événement extérieur, une agression extérieure qui vient modifier l'équilibre. L'anxiété, c'est vous-même. C'est une perception de votre vie, une perception des événements qui vont vous arriver. Vous allez à l'examen, si vous êtes d'un tempérament anxieux, vous allez déjà dire « je vais tout oublier de ce que j'ai appris ». Donc, on est dans des prédispositions anxieuses. Donc, on doit vous amener à dire « non ». Pourquoi vous avez étudié, vous avez appris, pourquoi vous pensez que vous allez tout oublier? Non. Vous avez mémorisé un savoir que vous allez pouvoir redonner, réexploiter lors de cet examen. Donc, on va vous mettre dans des prédispositions et des prédictions positives. L'angoisse vient vraiment d'une classification de la santé mentale. On dit des crises de panique d'angoisse. C'est-à-dire que les défenses psychiques ne peuvent pas du tout parer aux excitations. Les excitations, on en a tous dans notre vie. Hein. Dans la relation la mère à l'enfant, la première personne qui vient protéger l'enfant des excitations, c'est la maman. C'est pour ça qu'on parle de ce qui est la contenance. Elle va pouvoir mettre en place des remparts, hein, des barrières, pour que tout ce qui est excitant, qui vient aussi bousculer l'équilibre des défenses, attention, hein, là je parle de l'angoisse, des défenses vis-à-vis de quelque chose qui peut être préjudiciable pour votre équilibre psychique. S'il y a des excitations qui ne sont pas protégées, il y a vraiment des entrées de toutes parts, on est dans ce qu'on appelle des névroses d'angoisse, c'est-à-dire qu'on va angoisser pour un oui et pour un non. Parce que les défenses ne vont pas être opérationnelles. L'angoisse peut amener des crises de panique et peuvent vous amener vraiment à être en difficulté dans votre vie de tous les jours pour pouvoir faire des actes de la vie quotidienne, aller travailler, prendre la voiture. Vous avez une descente où il faut simplement conduire en faisant attention, ça peut être angoissant. Et quand il y a trop d'angoisse, vous pouvez être dans ce qu'on appelle des comportements phobiques, c'est-à-dire tout va vous faire peur. Donc, le stress, il y a un agent, un événement qui vient rompre l'équilibre de l'organisme et que pour cela, vous allez vite réagir pour rétablir l'équilibre. L'anxiété, c'est au niveau d'une personnalité, de la façon de percevoir la vie, de la façon d'avoir une vision du monde où la négativité va être prévalente. C'est ce qu'on appelle les anticipations anxieuses. Par exemple, un parent peut dire, ou vous avez entendu un parent qui dit tout le temps « tu n'as pas arrivé ». Donc, ça va vous mettre dans une anxiété que vous n'avez pas les capacités d'être à la hauteur de.
Donc, ça va toucher ce qu'on appelle la confiance en soi. L'angoisse, c'est une organisation au niveau de la santé mentale et de ce qu'on appelle les troubles mentaux, puisque la névrose d'angoisse, c'est au niveau comportemental, où là, on va avoir des réactions qui peuvent être tout à fait préjudiciables au niveau de la vie quotidienne pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle une névrose d'angoisse, c'est-à-dire que tout peut être sujet d'angoisse. Voilà, de façon avec des mots simples, ce que j'ai envie de vous dire dans vraiment la différence entre anxiété, angoisse et stress. Le stress peut amener de l'anxiété, l'anxiété peut amener des troubles d'angoisse. Donc, vous voyez, ça va vraiment de façon amplifiée, mais ça va se mettre sur un socle, s'attacher à un socle qui est l'organisation de la personnalité. D'accord? Nous sommes tous plus ou moins dans la sphère de la névrose, avec des comportements qui peuvent être plus ou moins adaptés à la vie quotidienne. Et il y a une deuxième sphère qui est la sphère de la psychose, et là c'est la maladie qui est beaucoup plus importante et où on peut avoir vraiment des choses qui vont s'articuler en mettant le sujet, la personne, dans des difficultés existentielles avec la réalité. Parce que quand on a des angoisses de persécution, vous entendez, on est dans la psychose, et à ce moment-là, la personne peut avoir des comportements qui peuvent être délirants. Donc, l'angoisse fait partie vraiment de la classification des maladies mentales. L'anxiété, c'est des terrains d'organisation de personnalité, mais qui ne sont pas forcément préjudiciables au niveau de la santé mentale, parce qu'on peut intervenir, et le stress également, on peut intervenir. Est-ce que ça vous donne un éclairage? Oui? Est-ce qu'il y a une réaction? D'autres questions? S'il n'y a pas de réaction, est-ce qu'il y a d'autres questions? On prend une dernière question, si vous voulez bien. Il n'y a plus de questions dans le chat. Alors, ce que je vous souhaite à tous, c'est de prendre soin de vous, de tordre le cou à tous les agents stresseurs qui viennent dans votre vie au quotidien, en vraiment pratiquant les petits plaisirs et les petits bonheurs. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci, merci. Merci à vous. Merci. Merci pour cette belle